Mesdames et messieurs de la presse, nous allons devoir commencer cette conférence de presse. Nous allons passer la parole à notre ami Aldimo Sow, qui est membre du comité de suivi de nos plénipotentiaires au dialogue politique. Il vous donnera l'avis du Front de résistance nationale sur le rapport d'audit de la mission d'évaluation du fichier électoral. Après quoi, nous en ferons un commentaire en langue nationale, Wolof, et nous donnerons la parole aux leaders présents qui souhaiteraient s'exprimer sur cette situation, sur ce rapport. Donc, je passe la parole à Adjuma. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je commence par saluer toute l'assistance et remercier les leaders du Front de résistance nationale pour la confiance qu'ils ont portée sur notre groupe, à savoir le groupe de plénipotentiaires de l'opposition au dialogue politique. L'objet de cet exercice, comme le ministre Mamadou Diop Decroix l'a souligné tout à l'heure, c'est de donner notre point de vue sur le rapport provisoire produit par la mission d'audit du fichier électoral pour le compte de l'année 2021. Vous avez tous eu écho de la conclusion qui est sortie de ce rapport-là et qui consiste à dire que le fichier électoral ayant servi à l'élection présidentielle du 24 février 2019 est un fichier fiable et cohérent. Il faut dire d'emblée que nous nous inscrivons à faux contre une telle conclusion et je vais vous dire pourquoi nous avons une telle position par rapport à cette conclusion-là. Nous nous sommes basés sur deux éléments. D'une part, nous nous sommes basés sur la méthodologie qui a été employée par les experts commis pour faire cet audit-là, et d'autre part, sur des informations qui sont contenues dans ce rapport-là. Pour rappel, l'opposition avait demandé à ce que cet audit se distingue des audits précédents parce qu'il devait être un audit sur pièce et sur place. Dans le passé, la plupart des audits qui ont été effectués au Sénégal ont été des audits plus ou moins informatiques d'une part et systémiques d'autre part. Systémique pour apprécier l'ensemble du système qui intervient dans la constitution du fichier électoral. Mais cette fois-ci, étant donné que l'opposition, après avoir reçu ce fichier électoral et la carte électorale, a procédé à leur diagnostic, nous sommes allés au dialogue politique avec un ensemble de griefs que nous avions demandé aux auditeurs de nous confirmer le bien fondé de ces griefs-là. C'est pourquoi nous avions demandé qu'au-delà de l'audit informatique, que les auditeurs puissent apprécier la mémoire, les supports qui ont servi à la constitution de ce fichier-là. C'est pourquoi nous leur avions demandé d'aller à la base, de consulter les acteurs politiques qui interviennent au niveau des comités électoraux, mais également de fouiller les supports qui sont employés dans les commissions administratives auprès desquelles s'inscrivent les Sénégalais pour figurer sur les listes électorales. Sur la démarche méthodologique, si vous lisez le rapport qui est produit, vous vous rendrez compte que sur beaucoup de questions que l'opposition avait posées à l'équipe des experts, il n'y a pas eu de réponse.
ils n'ont pas procédé à un audit sur pièce et sur place. C'est pourquoi ils n'ont pas répondu au nombre anormalement élevé d'utilisation de certificats de résidence lors de l'inscription sur les listes électorales. Parce que l'opposition avait suspecté que ce fichier-là contient des électeurs qui ne sont pas des Sénégalais, ou bien qui n'ont pas le droit d'être dans ce fichier-là, parce qu'ils ont fait recours à des certificats de résidence qui ne respectent pas les critères définis par l'article L35 pour ce qui concerne la résidence électorale. Parce qu'ils n'ont pas fait un audit sur pièce et sur place. C'est pourquoi lorsque nous leur avons posé cette question-là, ils n'ont pas apporté la réponse sur les 515 645 électeurs qui sont dans le fichier électoral sur la base de certificats de résidence qui ne respectent pas les critères de l'article L36 du Code électoral. C'est pourquoi également, ils n'ont pas apporté de réponse. Lorsque nous leur avons demandé si la carte électorale ayant servi à l'organisation de ces élections respectait les articles L65 et L66 du Code électoral. Je vais m'en arrêter sur la carte électorale. Parce que vous avez d'une part les électeurs qui sont dans le fichier électoral et d'autre part la carte électorale qui est le contenant du fichier électoral. Qu'est-ce que nous avons remarqué lors de cette élection présidentielle? Nous nous sommes rendus compte que dans les départements où les candidats de l'opposition étaient favorables, c'est le département de Thiès, le département de Dakar, le département de Diourbel, le département de Ziguinchor, nous nous sommes rendus compte que dans ces départements-là, la carte électorale ne permettait pas d'organiser une élection dans les meilleures conditions possibles. Or, dans les autres départements, surtout les départements périphériques, la carte était faite de sorte que, et on était sûr que plus de 80% des personnes inscrites sur le fichier électoral allaient voter le jour du scrutin. Et cela porte sur un nombre équivalent à 8,5% du fichier électoral. C'est parce qu'ils n'ont pas fait un audit sur pièce et sur place qu'ils n'ont pas pu établir que la carte électorale est le fruit des procès-verbaux issus des comités électoraux. Parce que ce que nous avons constaté pendant cette élection présidentielle, c'est que nous avons une carte électorale qui, au lieu d'être la compilation des procès-verbaux issus des comités électoraux, les comités électoraux étant le cadre, le lieu où l'opposition donne son point de vue dans la construction de la carte électorale, nous nous sommes rendus compte que cette carte électorale ayant servi à l'élection présidentielle n'est pas le fruit des procès-verbaux issus de ces comités électoraux-là. Et nous leur avons demandé, est-ce que vous êtes entré en possession des procès-verbaux de ces comités électoraux pour, d'une part, s'assurer que ces comités-là ont été régulièrement convoqués par le représentant de l'État, et d'autre part, est-ce que vous avez comparé ces procès-verbaux-là avec la base sur laquelle la DAF a travaillé pour produire cette carte électorale-là? Ils n'ont pas apporté de réponse à cette question, preuve que l'audit n'a pas été un audit sur pièce et sur place. Nous avons également constaté une utilisation massive des extraits de naissance, portant sur 900 442 électeurs qui sont entrés dans le fichier électoral au moins d'extraits de naissance, équivalent à 13,5% de l'électorat du fichier électoral. Parce qu'ils n'ont pas fait un audit sur pièce et sur place, qu'ils n'ont pas répondu à toutes ces questions-là. Par rapport à la question du parrainage, ils ont avoué eux-mêmes, les experts, qu'ils n'ont pas eu de rencontre avec les membres du Conseil constitutionnel, qu'ils n'ont pas eu possession du logiciel ayant servi à contrôler les listes de parrainage qui ont été déposées au Conseil constitutionnel. Dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut se baser sur un tel rapport pour conclure que le parrainage tel qu'il a été fait durant l'élection présidentielle passée est un parrainage qui est conforme à la loi? Et de manière contradictoire, plus loin dans le rapport, et j'y reviendrai, il propose pourtant que ce parrainage-là soit réformé. Donc ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément qui nous fait dire que le fichier n'est pas fiable, qu'il n'est pas cohérent, c'est en nous basant sur les informations qui sont contenues dans ce fichier-là. Parce que pour conclure à la fiabilité d'un fichier,
on doit se baser sur un certain nombre d'éléments. On doit vérifier si le fichier tel qu'il est conçu est conforme au cadre législatif et réglementaire qui organise la constitution de ce fichier-là. Parce que le fichier, avant d'être une donnée informatique à laquelle on demande un certain nombre d'informations au moyen de requêtes informatiques, est un outil électoral dont les caractéristiques, la procédure d'élaboration est décrite par la loi. Donc à chaque fois que ces procédures-là décrites par la loi ne sont pas respectées, on ne peut pas conclure à la fiabilité du fichier. Or, les experts eux-mêmes concluent en disant que certaines dispositions de la loi n'ont pas été respectées. C'est par exemple les dispositions relatives à l'inscription sur les listes électorales, notamment relatives à la révision des listes électorales. Parce qu'il y a deux moyens d'entrer dans le fichier électoral. C'est soit pendant la période de refonte du fichier électoral, ou bien soit pendant la période de révision des listes électorales. Et qu'est-ce que le rapport nous dit? Le rapport nous dit que dans la période allant du 24 février 2019 au 24 février 2021, plus de 400 000 électeurs sont entrés dans le fichier électoral. Or, entre le 24 février 2019 et le 24 février 2021, il n'y a pas eu de révision des listes électorales, il n'y a pas eu de refonte du fichier électoral. Ça veut dire que ces personnes-là, ces 400 000 électeurs qui sont entrés dans le fichier électoral, l'ont été de manière illégale. On peut en conclure pour dire que le fichier ne respecte pas les prescriptions légales en la matière. Les auditeurs eux-mêmes acceptent que l'article 48 alinéa 5 du Code électoral à l'État ne permet pas une participation efficiente et efficace de l'opposition pour le contrôle du fichier électoral. Donc on peut conclure que cette disposition également n'a pas été respectée. Ça, c'est pour le cadre législatif et réglementaire. Et c'est important de le rappeler. Parce que la loi n'est pas dans des estimations. La loi, elle dit que telle chose est conforme aux dispositions qu'elle prescrit si telles conditions sont réunies. Si il y a une condition qui n'est pas réunie, on ne peut pas parler de légalité. Or, les experts eux-mêmes disent que, par exemple, la compétence nationale qui est transférée aux commissions administratives, c'est-à-dire le fait qu'une commission administrative établie dans la commune de Pikine puisse enregistrer des électeurs qui votent dans la ville de Matam, ils disent que ça ne permet pas d'avoir un fichier fiable parce que tout simplement, dans le code électoral, il est clairement dit que les listes électorales sont communales. Donc, il est important de retenir cela. Les experts ont conclu que le fichier à l'État ne respecte pas certaines prescriptions qui sont définies par la loi et par les dispositions réglementaires subséquentes. Le deuxième élément sur lequel on peut se baser pour conclure à la fiabilité ou non d'un fichier électoral, c'est l'adéquation technologique. L'objectif de l'audit également, c'était de vérifier si nous étions en face d'un fichier électoral biométrique. Mais qu'est-ce que les experts nous disent dans le rapport? Ils nous disent qu'un nombre équivalent à 214 199 électeurs sont dans le fichier électoral sans empreinte biométrique. Et dans ces 214 000-là, il y a 22 000 absents. Et quand on dit qu'une personne elle est absente, ça veut dire que cette personne a une carte d'électeur, mais elle ne s'est jamais présentée au niveau des commissions administratives pour qu'on puisse prendre ses empreintes biométriques. Et ces personnes-là ont voté. Comment peut-on dire que 214 199 personnes, électeurs, équivalent à 3,2% du fichier électoral, sont dans ce fichier-là sans données biométriques et conclure que ce fichier-là est biométrique? Il n'est pas biométrique. Il n'est pas biométrique et il ne peut pas permettre au fichier de répondre à sa finalité. Parce que l'une des finalités du fichier électoral, c'est sa capacité à nous garantir des élections libres et équitables. Et ici, le terme équitable, il est important. Parce que si vous isolez les 3,2%, ces 3,2%-là, si un candidat a la malchance que la liste de ses parrainages tombe dans ces 3,2%-là, ça veut dire que sa liste, elle est invalidée. Et on peut conclure en disant que, sur ce point-là, que ce fichier-là ne permet pas d'organiser des élections équitables. Et c'est important.
On apprécie également la fiabilité d'un fichier électoral en se basant sur sa représentativité démographique. Pour rappel, les études démographiques de l'ANSD, je pense de 2013, nous étions en 2013, nous n'étions même pas encore en 2019, on conclut en disant que le Sénégal a une démographie dont plus de la moitié ont l'âge de vote. Mais qu'est-ce que l'audit nous apprend? L'audit nous apprend que 47% des nouveaux majeurs, parce que quand on parle de nouveaux majeurs, ce sont les primo-votants, des nouveaux majeurs ne figurent pas dans le fichier électoral. Comment peut-on conclure alors que ce fichier électoral-là est représentatif de la démographie du pays? Si l'ANSD nous dit que plus de 65% de la population sénégalaise a l'âge de voter, et qu'on nous présente un fichier électoral qui ne fait même pas 5